À l'intérieur de chacun d'entre nous se cache une armature essentielle à la vie. Et pourtant, sa seule vue peut nous glacer d'horreur, le squelette. Le squelette revêt des formes et des tailles extrêmement variées selon les espèces. Poissons, oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères possèdent tous un squelette interne, une charpente osseuse sur laquelle repose le corps. Le squelette supporte le corps, constitue le point d'ancrage des muscles et forme une charpente solide qui protège les organes vitaux. Il permet le mouvement, l'alimentation, la procréation, en un mot, la vie. Le fémur de l'éléphant est 100 fois plus gros que celui du campagnol. Pourtant, de la taupe au singe, du hérisson au cheval, tous les mammifères ont à peu près la même ossature. La colonne vertébrale, rigide et cependant capable d'une grande souplesse, soutient l'ensemble du corps. Les os des membres structurent le mouvement, la cage thoracique protège le cœur et les poumons, et la boîte crânienne contient le cerveau et les organes sensitifs. Ce type d'ossature décrit ce qui est pour nous le plus intéressant des squelettes, le nôtre. À la naissance, le squelette du bébé comporte plus de 300 os, qui vont se souder progressivement, de sorte qu'il n'en restera plus que 206 chez l'homme et la femme adulte. Un corps peut grandir jusqu'à près de 3 mètres, au point qu'une table à hauteur normale arrive à peine au niveau des genoux, ou demeurer si chétif qu'il peut chevaucher un épagneul comme si c'était un cheval. Le crâne humain renferme l'unique cerveau capable de s'étudier lui-même. Le squelette, à la fois armature du corps vivant et image de sa mort. Il peut être objet d'humour. Comme le disait Winston Churchill, d'un rival plutôt malingre, j'ai vu des personnages plus avenants sur un drapeau pirate. Le crâne et les tibias croisés, symboles de danger, figurent aussi bien sur les pavillons des pirates que sur les fioles de poison. Mais ce tas d'os cliquetants peut aussi être une invitation au carnaval, une façon de se moquer de la mort, d'oublier les soucis du quotidien. Quant aux oiseaux, s'ils jouissent de la liberté de voler, c'est précisément grâce à leur ossature. Leurs os sont presque creux. Certains contiennent même des sacs aériens, extension des poumons qui allègent encore l'armature. Léger comme une plume, ou presque. Le mode de locomotion de chaque espèce conditionne de façon très nette son squelette. Pour fournir l'énorme poussée nécessaire au décollage et au vol, les oiseaux ont une cage thoracique ramassée et volumineuse. Sur le bréchet viennent s'attacher les puissants muscles des ailes. Chez les animaux terrestres, la locomotion est différente. L'élan vient des membres postérieurs et se transmet au reste du corps par l'intermédiaire des hanches et du bassin, eux-mêmes rattachés à la colonne vertébrale. Le mouvement est identique qu'il s'agisse de courir à toute vitesse, de franchir une rivière, de faire des bonds prodigieux ou de se gratter l'oreille. Et qu'en est-il des poissons qui n'ont ni membres ni ailes ? Une simple chiquenote de la queue repousse l'eau en arrière et sur le côté, propulsant le poisson vers l'avant. N'ayant pas de poids à supporter, les os des poissons sont légers, voire inexistants. Les requins, les raies et les roussettes ont un squelette cartilagineux, souple mais résistant. Chez les animaux qui en possèdent, les pattes arrière sont munies de terminaisons qui peuvent servir à une foule d'usages. Ils peuvent s'en servir comme arme pour ruer,
comme des palmes pour se mouvoir dans l'eau, comme des tenailles pour agripper, comme d'un hameçon pour ferrer un poisson, ou encore comme le bouquetin pour trouver des prises sur le rocher presque vertical. Cela peut être des sabots pour se déplacer à grande vitesse. Ou des pieds fourchus comme ceux du caribou, qui se divisent en deux en éventail répartissant le poids comme le feraient des raquettes. Certains animaux peuvent se tenir debout sur leurs pattes arrière, ne serait-ce que pendant quelques instants. Pour l'homme, cette position est un mode de vie. Nous avons une épine dorsale destinée à l'origine à un animal quadrupède. En adoptant la station debout, notre colonne vertébrale s'est légèrement incurvée en forme de S, ce qui permet à l'ensemble du corps d'être bien équilibré au-dessus des jambes et des pieds. Le poids repose donc sur le fémur et le tibia, qui sont les os les plus grands et les plus solides du corps humain. Leur qualité, ressort et robustesse. Se déplacer sur deux pattes exige un grand sens de l'équilibre. Le squelette humain est parfaitement adapté à cette position. Le mouvement commence à la hanche, un joint à rotule classique qui combine force et mobilité. Plus bas, le genou agit comme une charnière, permettant à la partie inférieure de la jambe d'avancer ou de reculer. Enfin, la cheville et le talon inclinent le pied vers le bas pour reprendre de l'élan à partir du sol. Les hanches, les genoux et les chevilles fonctionnent en parfaite harmonie, mus par les muscles et commandés par le cerveau. Il faut un bon chef d'orchestre pour tirer les ficelles. L'essentiel de ce que nous savons de l'histoire des espèces vivantes nous vient du squelette. Très dur et résistant, il se conserve facilement, notamment en se fossilisant. En se déposant au fond de la mer, d'un fleuve ou d'un marécage, au fil des millions d'années, il se transforme en roche. Les fossiles, unique vestige de nos premiers ancêtres. De l'ammonite aux dinosaures, du poisson au mammouth, des premiers hommes jusqu'à nous. Chez tous les animaux à respiration aérienne, les poumons ont besoin d'une protection solide. Celle-ci doit être suffisamment souple chez les mammifères pour leur permettre de se dilater lors de l'inspiration. C'est le rôle de la cage thoracique, formée de côtes articulées à l'avant sur le sternum et à l'arrière sur la colonne vertébrale. Celle-ci est constituée d'une rangée d'os reliés entre eux, les vertèbres. Leur nombre est très variable d'une espèce à l'autre. La grenouille en possède 9 et certains serpents en ont jusqu'à 400. À une extrémité, la queue, chez les animaux qui en possèdent une. À l'autre, les vertèbres cervicales, situées sous la base du crâne qui permettent de pivoter la tête verticalement et latéralement. Il y a parfois loin des épaules à la tête. Chaque vertèbre a une amplitude de mouvement réduite par rapport à sa voisine, mais l'ensemble de la colonne vertébrale possède une grande souplesse. Si certaines espèces sont dotées d'un long cou, chez une grande majorité d'autres, la colonne vertébrale se prolonge dans l'autre sens, formant une queue, qui peut servir de balancier
de supports, de membres supplémentaires, ou tout simplement de chasse-mouches. En passant de la position horizontale à la station debout, la colonne vertébrale de l'homme n'a rien perdu de sa souplesse, en tout cas chez les individus très jeunes ou très bien entraînés. Certains os peuvent être flexibles. Les os de baleine ont servi pendant des siècles, notamment à la fabrication de corsets, qui enserraient la taille des femmes dans de minuscules carcans, parfois pas plus larges qu'une petite assiette. Ils étaient certes légers, mais leur manque d'élasticité provoquait des problèmes circulatoires, des syncopes et même des fractures. Parfois, ce n'était pas celle qui le portait qui défaillait d'épuisement. L'os est un matériau remarquable, vivant, traversé de nerfs et de vaisseaux sanguins, ponctué de cavités qui en réduisent le poids. Certains os contiennent de la moelle qui fabrique les cellules du sang, et tout stocke des sels minéraux, nécessaires au corps sans lesquels le squelette plierait comme du caoutchouc. Et lorsqu'un os est brisé, il a l'extraordinaire propriété de se ressouder, bien que parfois il ait besoin d'un peu d'aide. Mais il existe un autre type de squelette, qui n'est pas constitué d'os et n'est pas une charpente interne. Une grande majorité d'animaux, les invertébrés, présentent une enveloppe externe rigide qui entoure et protège leur corps mou, l'exosquelette. Certains exosquelettes ont même modifié le milieu ambiant. Les récifs et les îlots coralliens sont créés par des milliards de minuscules polypes marins qui vivent en colonie. Chacun fabrique son propre exosquelette de calcaire qui, lorsqu'il meurt, subsiste, fusionnant avec les autres pour former un massif corallien de plus en plus grand. Mais la forme la plus commune de squelette aquatique est aussi la plus efficace. La coquille. Une extrême simplicité pour une protection optimale. Accrochée à son rocher avec la force d'une super ventouse, la patelle se cache dans une coquille presque aussi dure que le rocher lui-même. La palourde géante possède la plus grande carapace bivalve du monde marin. Elle peut se refermer comme une porte inviolable. Les coquillages ont toujours exercé une fascination sur les hommes, qui ont transformé ce simple squelette en une infinie variété d'objets d'ornement et de décoration. Le crabe, mais aussi le homard, la crevette et d'autres crustacés, arborent une carapace plus souple et des articulations recouvertes d'une peau épaisse. Les mollusques, dont la carapace n'est pas assez solide, doivent doubler leur protection. Ainsi le bernard l'ermite qui loge dans n'importe quelle coquille abandonnée qu'il trouve. À mesure qu'il dépasse la taille de son logis d'adoption, il doit déménager ailleurs. Parfois, il jette son dévolu sur un coquillage déjà habité. Et il doit se battre pour en évincer l'occupant. La portance de l'eau diminue le poids des coquillages, ce qui permet aux animaux marins de croître plus que les espèces terrestres. Mais leurs coquilles, elles, sont rigides et ne peuvent se développer. Afin de grandir, ils doivent donc se dépouiller de leur vieille carapace. Le crabe trouve un endroit sûr où se cacher, parfois sous la protection de son compagnon. En attendant que la nouvelle carapace durcisse, il restera très vulnérable. La vieille carapace se déchire au bas de l'abdomen et le crabe s'en extire par reculons, l'abandonnant derrière lui. Cette régénération permanente a fait du coquillage un symbole de renouveau.
l'art de la Renaissance a dépeint Vénus naissant d'une coquille Saint-Jacques. Le coquillage, porteur d'éternité, est toujours du bruit de la mer. Les animaux terrestres munis d'un squelette externe subissent des mues successives à mesure qu'ils se développent. Leur carapace est faite de chitine, une substance souple et très résistante. Certains insectes accomplissent de véritables prouesses en matière d'autoprotection. Ils se mettent en boule ou se déroulent en étirant leurs segments dorsaux. Le mammifère le plus lourdement carapaçonné de tous, le tatou, peut faire de même, bien qu'il n'ait pas à proprement parler un exosquelette, mais une cuirasse de plaques cornées. D'autres animaux jouissent d'une double protection. Les tortues marines et terrestres ont non seulement un squelette interne, mais aussi une carapace externe, faite de plaques osseuses. Ce double bouclier leur donne une force herculéenne. La tortue marine géante possède un double bouclier osseux, inférieur et supérieur. Sa colonne vertébrale est soudée à l'intérieur du dôme supérieur. Cette carapace, qui peut atteindre 2 mètres de long, constitue une forteresse quasi imprenable. Tous les types de squelettes protègent les organes vitaux du corps, et la survie tient à la robustesse de ce bouclier. Mais quelle que soit la solidité de la coquille, la survie n'est pas garantie. La grive cogne l'escargot contre une pierre jusqu'à ce que sa coquille se brise. Il n'y a pas que la coquille qui ait besoin d'être solide. Le crâne de l'oiseau doit aussi supporter ces chocs vibratoires. Chez le pic, cela atteint des extrêmes. Grâce à son crâne et à son bec extrêmement solide, il martèle l'écorce d'un arbre pour y trouver des insectes. Et on peut l'entendre à plusieurs centaines de mètres. Certaines espèces ont un crâne qui peut subir des chocs encore plus forts sans broncher. Le crâne d'un bœuf musqué est renforcé par un os frontal qui absorbe les chocs. Heureusement, car chacun de ces animaux pèse près d'une demi-tonne et pourrait aisément défoncer un mur de briques. Plus que toute autre partie du corps, le crâne d'un animal nous renseigne sur son mode de vie. Poids, taille, forme et position des organes nous apprennent comment l'animal voit et entend, ce qu'il chasse et comment il survit. Le crâne est un puissant révélateur. Pour de nombreuses cultures, le crâne est le siège de l'âme. Peut-être est-ce pour cette raison qu'il est si chargé de symboles et de superstitions. Certaines tribus transforment les crânes de leurs ennemis vaincus en tambours de cérémonie. Les anciens Scandinaves, eux, avaient coutume de boire dans le crâne de leurs ennemis. Aujourd'hui, leurs descendants, lorsqu'ils portent un toast, disent skål, ce qui signifie crâne. Au Tibet, des crânes humains transformés en coupes sont utilisés dans certains rituels de lama. Boire dans ces coupes, c'est s'imprégner de l'esprit de l'autre. Beaucoup de médecins du XIXe siècle croyaient en la phrénologie, cette prétendue science selon laquelle on pouvait définir le caractère d'une personne à partir de la forme de son crâne, chaque zone étant censée commander un aspect de la personnalité. La reine Victoria avait fait analyser la forme du crâne de tous les enfants royaux. Et aujourd'hui encore, les gens surpris par un comportement étrange s'exclament « ça va pas la tête ». Chez certains, c'est à prendre au sens propre. Malgré ses nombreux attributs, le crâne n'est pas invincible. Un coup brusque porté à la mâchoire peut secouer le cerveau dans sa boîte crânienne, ce qui provoque une perte de connaissance. Plus que tout autre indice, la forme des mâchoires et des dents d'un animal nous renseigne sur son alimentation. Les mâchoires des herbivores ont des articulations qui autorisent les mouvements aussi bien verticaux que latéraux.
Les rongeurs, eux, ont d'énormes incisives acérées. Le lion est pourvu de mâchoires lourdes et puissantes, renforcées par un immense muscle qui va de l'avant à l'arrière du crâne, ce qui lui donne une puissance de broyage inégalée dans le monde animal. Mais le bec de certains oiseaux possède une force tout aussi impressionnante. Le hara est capable de broyer des cailloux pour en extraire les sels minéraux. Mais c'est le serpent qui a les mâchoires les plus étonnantes. Leurs articulations se déboîtent, ce qui lui permet d'ouvrir très largement la bouche, jusqu'à 8 fois la taille de sa tête. Cela équivaudrait pour un homme à gober un berger allemand tout d'une pièce. Et ses muscles sont assez puissants pour broyer le crâne de sa proie. Le crâne est la structure osseuse la plus solide de tout le corps. Il abrite les organes de la vision, de l'odorat, du goût et de l'ouïe, ainsi que les voies d'accès de la nourriture et de l'oxygène. Il renferme le centre de contrôle le plus complexe qui soit. Les orbites et les voies respiratoires sont protégées par les os de la face. La mandibule, très mobile, aide les 32 dents à mâcher la demi-tonne de nourriture qu'absorbe un homme chaque année. Mais pour l'esprit humain, la vue d'un crâne représente une menace. Aucune autre partie du corps ne renferme tant de mystères. La répulsion immédiate que suscite une vision aussi crue que la mort est liée à l'instinct de survie. Curieusement, seul l'éléphant éprouve une telle fascination et une telle crainte à la vue de ses propres ossements. Cela n'a sans doute rien de surprenant puisque ces animaux ont été systématiquement massacrés pour leur défense. Faites d'ivoire, ces dents profondément modifiées servent à la fois d'outils et d'armes, et pas uniquement chez les éléphants. Le morse utilise ses défenses pour déterrer sa nourriture et se déplacer. S'il est en colère, il peut même s'en servir pour perforer la coque d'un bateau ou pour tenter de se hisser à bord. Le narval n'a que 2 dents. Et chez le mâle, l'une d'entre elles pousse jusqu'à devenir une redoutable défense, de 3 mètres de long, presque la taille de l'animal lui-même. Le babiroussa possède 4 défenses, dont 2 poussent à travers la voûte de son palais. L'ivoire est un matériau très recherché par l'homme, qui en a fait des objets et des ornements de toutes sortes. Mais d'autres matériaux osseux ont captivé l'imagination humaine. Par exemple, les bois des cervidés, symbole de défi, de puissance et de suprématie. Mais les bois ont une autre fonction plus subtile. Ils permettent de réguler la température du corps de l'animal en éliminant l'excès de chaleur. On le voit, nous sommes entourés de squelettes adaptés à toutes sortes de milieux et de modes de vie. Mais leur vue continue de nous inspirer une sainte terreur. Comme ce squelette placé dans le placard par un mari cruel qui obligeait chaque soir son épouse infidèle à baiser le crâne de son ancien amant. La simple vue d'un squelette nous renvoie brutalement à la réalité de notre propre mortalité. Et de nombreuses cultures en ont fait un symbole et un augure. Dans le jeu de tarot qui sert à la divination, la carte la plus redoutée est la mort. Le squelette est le monstre invoqué pour effrayer les ennemis. Le chef de la danse de la mort. La faucheuse, redoutable pourchasseuse d'âmes. N'est-il pas ironique que toutes ces images artistiques aient été créées précisément par une partie de ce squelette, la main? Un organe plus élaboré et sophistiqué que chez n'importe quel autre être vivant.
Ce qui était à l'origine la nageoire pectorale des premiers poissons a évolué en une multitude d'outils extrêmement variés. Des palmes, des pinces, des pagaies, des pattes, des tenailles et des crochets. Jusqu'aux ailes majestueuses de l'albatros, dont l'envergure atteint 4 mètres, et grâce auxquelles il peut faire le tour du monde en 3 mois. La taupe et la chauve-souris sont assez proches l'une de l'autre, mais leurs membres antérieurs ont connu des évolutions opposées. L'une est devenue une pelle qui fouille la terre, l'autre une aile qui autorise le vol. Chez l'homme, la nageoire primitive est devenue le bras et la main, l'outil le plus complet et le plus sophistiqué du monde. Un système de levier articulé terminé par des pinces, les doigts, qui nous permettent d'accomplir un nombre de tâches bien supérieur à n'importe quel outil mécanique. La main nous transmet le savoir, nous enseigne le passé et la connaissance de nous-mêmes. La main qui peint, sculpte et célèbre la vie et la mort. Chaque année au Mexique, on exorcise la crainte de la mort par des réjouissances carnavalesques, en la célébrant comme une partie intégrante de la vie elle-même. Le jour des morts, hommage aux disparus, au passé et à la vie. Et cette joyeuse célébration transmet au monde l'ultime message du squelette. La mort vient toujours trop tôt. Alors buvez avidement à la coupe de la vie, tant qu'elle est encore pleine.